Le crime d'Orcival, partie 6, chapitre 11. Un silence assez long suivit la déclaration de l'agent de la sûreté. Peut-être ses auditeurs cherchaient-ils des objections. Enfin, le docteur Gendron prit la parole. « Dans tout cela, dit-il, je n'aperçois pas le rôle de Guespin. »« Je ne le vois pas non plus, monsieur, » répondit monsieur Lecoq. « Et ici, je dois vous confesser le fort et le faible de mon système d'enquête. Avec cette méthode, qui consiste à reconstituer le crime avant de s'occuper du criminel, je ne puis ni me tromper, ni avoir raison à demi. Ou toutes mes déductions sont justes, ou il n'en est pas une seule qui le soit. Et c'est tout ou rien. Si je suis dans le vrai, Guespin n'a pas trempé dans le crime, au moins directement, puisqu'il n'est pas une circonstance qui fasse soupçonner un concours étranger. Si au contraire je m'abuse... » Monsieur Lecoq s'interrompit. On eût dit qu'il prêtait l'oreille à quelque bruit insolite venu du jardin. « Mais je ne m'abuse pas, » reprit-il. « J'ai contre le comte une autre charge encore, dont je ne vous ai pas parlé, et qui me paraît bien concluante. »« Oh » fit le docteur. « À quoi bon désormais ? » « 2 sûretés valent mieux qu'une, monsieur, et moi je doute toujours. Donc, laissez seul un moment, ce tantôt par monsieur le juge de paix, j'ai demandé à François, le valet de chambre, s'il savait exactement le compte des chaussures de son maître. Il m'a répondu que oui, et m'a conduit dans le cabinet où on serre les chaussures. Il manquait une paire de bottes à tige de cuir de Russie, mises le matin même, François en est sûr, par le comte de Trémorel. Ces bottes, je les ai cherchées avec un soin minutieux. Je ne les ai pas aperçues. Enfin, la cravate que portait le comte dans la journée du 8, qui est bleue avec des raies blanches, a disparu également. « Voilà, » s'écria le père Planta, « voilà l'indiscutable preuve de vos suppositions au sujet des pantoufles et du foulard. »« Il me paraît, en effet, » répondit l'agent de la sûreté, « que les faits sont assez rétablis pour nous permettre d'aller de l'avant. Recherchons maintenant les événements qui ont dû déterminer... » Depuis un moment déjà, monsieur Lecoq, tout en parlant, observait sournoisement le dehors. Tout à coup, sans un mot, avec cette foudroyante hardiesse et cette précision d'élan du chat qui bondit sur la souris qu'il guette, il s'élança sur l'appui de la fenêtre ouverte, et de là, dans le jardin. Presque simultanément, on entendit le bruit de la chute, un cri étouffé, un juron, puis les trépignements d'une lutte. Le docteur et le père Planta s'étaient précipités à la fenêtre. Le jour commençait à poindre, les arbres frissonnaient au vent frais du matin. Les objets apparaissaient vaguement distincts, sans forme arrêtée, au travers de ce brouillard blanc qui plane, les nuits d'été, sur la vallée de la Seine. Au milieu du gazon, devant les fenêtres de la bibliothèque, le médecin et le juge de paix entrevoyaient 2 hommes, 2 ombres plutôt, qui se démenaient, agitant furieusement les bras. Par instants, à intervalles très rapprochés, ils entendaient le bruit mou et clapoteux d'un poing fermé qui s'abat en plein sur la chair vive. Bientôt, les 2 ombres n'en formèrent qu'une, puis elles se séparèrent pour se rejoindre de nouveau. Une des 2 tomba, se releva aussitôt et retomba encore. « Ne vous dérangez pas, messieurs !» criait la voix de monsieur Lecoq. « Je tiens le gredin !» L'ombre restée debout, qui devait être celle de l'agent de la sûreté, s'inclina, et le combat qui semblait fini recommença. L'ombre, étendue à terre, se défendait avec l'énergie si dangereuse du désespoir. Son torse, au milieu de la pelouse, formait comme une grande tache brune, et ses jambes, lançant des coups de pied, se tendaient et se détendaient convulsivement. Il y eut un moment de confusion telle que M. Gendron et le père Planta cessèrent de distinguer laquelle des 2 ombres était celle de l'agent de la sûreté. Elle s'était relevée et luttait. Soudain, une exclamation de douleur retentit, accompagnée d'un juron.
Ah, canaille! Et tout aussitôt, un cri déchirant traversa l'espace. Et la voix railleuse de l'homme de la préfecture dit « Le voilà! Je l'ai décidé à venir nous présenter ses civilités. Éclairez-nous un peu. » Le médecin et le juge de paix se précipitèrent ensemble vers la lampe. De leur empressement, un retard résulta, et au moment où le docteur Gendron, s'emparant du luminaire, relevait à sa hauteur, la porte du salon s'ouvrit, brutalement poussée. « Je vous présente, messieurs, disait l'agent de la sûreté, le sieur Robleau, rebouteux à Orcival, herboriste par prudence et empoisonneur par vocation. » Telle était la stupéfaction du père Planta et de M. Gendron que ni l'un ni l'autre ne put répondre. C'était bien le rebouteux, en effet, remuant dans le vide ses mâchoires désarticulées. Son adversaire l'avait jeté bas au moyen de ce terrible coup du genou qui est la suprême défense et l'ultima ratio des pires rôdeurs de barrières parisiens. Mais ce n'était pas la présence, presque inexplicable pourtant, de Robleau qui surprenait si fort le juge et son ami. Leur stupeur venait de l'apparence de cet autre homme qui, de sa poigne d'acier, aussi rigide que des menottes, maintenait l'ancien garçon de laboratoire du docteur et le poussait en avant. Il avait incontestablement la voix de M. Lecoq. Son costume, sa cravate à nœuds prétentieux, sa chaîne de montre en crin jaune, et cependant, ce n'était pas, non, ce n'était plus M. Lecoq. Sorti par la fenêtre, blond avec des favoris bien ratissés, il rentrait par la porte, brun et le visage glabre. Celui qui était sorti était un homme mûr, à physionomie capricieuse, prenant à volonté l'air idiot ou l'air intelligent. Celui qui rentrait était un beau garçon de 35 ans, à l'œil fier, à la lèvre frémissante. De magnifiques cheveux noirs bouclés faisaient vigoureusement ressortir la pâleur mate de son teint et le ferme dessin de sa tête énergique. Il avait au cou, un peu au-dessous du menton, une blessure qui saignait. « Monsieur Lecoq !» s'exclama le juge de paix, recouvrant enfin la parole. « Lui-même, » répondit l'agent de la sûreté, « et, pour cette fois seulement, le vrai. » Et, s'adressant au rebouteux, tout en lui donnant un rude coup d'épaule, « Avance, toi, dit-il. » Le rebouteux tomba à la renverse sur un fauteuil, mais l'homme de la police continua à le tenir. « Oui, poursuivait-il, ce gredin m'a arraché mes ornements blonds. C'est grâce à lui, et bien malgré moi, que je vous apparais au naturel, avec la tête qui m'a été donnée par le Créateur, et qui est bien à moi. » Il eut un geste insouciant et ajouta, moitié fâché, moitié souriant. « Je suis le vrai Lecoq. Et sans mentir, il n'y a pas plus de 3 personnes qui le connaissent après vous, messieurs. 2 amis sûrs et une amie qui l'est infiniment moins, celle dont je parlais tout à l'heure. » Les yeux du père Planta et de M. Gendron interrogeaient avec tant d'insistance que l'agent de la sûreté continua. « Que voulez-vous ? Tout n'est pas rose dans le métier. On court à écheniller la société, des dangers qui devraient bien nous concilier l'estime de nos contemporains à défaut de leur affection. Tel que vous me voyez, je suis condamné à mort par 7 malfaiteurs les plus dangereux qui soient en France. Je les ai fait prendre, et ils ont juré, et ce sont des hommes de parole, que je ne mourrai que de leurs mains. Où sont-ils, ces misérables ? 4 sont à Cayenne, 1 est à Brest. J'ai de leurs nouvelles. Mais les 2 autres, j'ai perdu leur piste. Qui sait si l'un d'eux ne m'a pas suivi jusqu'ici? Qui me dit que demain, au détour d'un chemin creux, je ne recevrai pas 6 pouces de fer dans le ventre? » Il eut un sourire mélancolique. « Et pas de récompense, poursuivit-il, pour les périls que nous bravons. Que je tombe demain, on ramassera mon cadavre, on le portera à l'un des domiciles officiels qu'on me connaît, et tout sera dit.
Le ton de l'homme de la police était devenu amer. La sourde irritation de sa voix trahissait bien des rancunes. « Heureusement, reprit-il, mes précautions sont prises. Tant que je suis dans l'exercice de mes fonctions, je me méfie, et quand je suis sur mes gardes, je ne crains personne. Mais il est des jours où on est là de craindre, où on veut pouvoir tourner court une rue sans redouter le poignard. Ces jours-là, je redeviens moi-même. Je me débarbouille, je jette mon masque, ma personnalité se dégage des 1000 déguisements que j'endosse tour à tour. Voici 15 ans que je suis à la préfecture. Nul n'y connaît mon visage vrai, ni la couleur de mes cheveux. » Maître Robleau, mal à l'aise sur son fauteuil, essaya un mouvement. « Ah, ne fais pas le méchant, lui dit monsieur Lecoq, changeant subitement de ton. Il t'en cuirait. Lève-toi plutôt, et dis-nous ce que tu faisais dans ce jardin. »« Mais vous êtes blessé ?» s'écria le juge de paix, remarquant le filet de sang qui glissait le long de la chemise de l'agent de la sûreté. « Oh, ce n'est rien, monsieur. Une égratignure. Ce drôle avait un grand coutelas fort pointu dont il a voulu jouer. » Le juge de paix voulut absolument examiner cette blessure, et c'est seulement quand le docteur eut reconnu sa parfaite innocuité qu'il s'occupa du rebouteux. « Voyons, maître Robleau, demanda-t-il, que veniez-vous faire chez moi ?» Le misérable ne répondit pas. « Prenez garde, insista le père Planta. Votre silence nous confirmera dans l'idée que vous êtes venu avec les pires desseins. » Mais c'est en vain que le père Planta épuisa son éloquence persuasive. Le rebouteux se renfermait dans une farouche et silencieuse immobilité. Alors M. Gendron se décida à prendre la parole, espérant, non sans raison, qu'il aurait quelque influence sur son ancien domestique. « Réponds, interrogea-t-il. Que voulais-tu » Le rebouteux fit un effort, et ses yeux dénoncèrent une vive souffrance. Parler, avec sa mâchoire démise, était douloureux. « Je venais pour voler, » répondit-il. « Je l'avoue. »« Voler ? Quoi ? » ?»« Je ne sais pas. On n'escalade pas un mur, on ne risque pas la prison sans une intention bien arrêtée d'avance. »« Eh bien, donc je voulais... » Il s'arrêta. « Quoi ? Parle !»« Prendre des fleurs rares dans la serre. »« Avec ton coutelas, n'est-ce pas ?» fit en ricanant monsieur Lecoq. Le rebouteux lui lançant un regard terrible, il continua. « Ne me regarde pas ainsi, tu ne me fais pas peur. Puis toi qui es fin, ne nous dis donc pas de niaiseries. Si tu nous crois beaucoup plus bêtes que toi, tu te trompes, je t'en préviens. » « Je voulais prendre les peaux, » balbutia maître Robleau, « pour les revendre. »« Allons donc, » fit l'agent de la sûreté en haussant les épaules. « Ne répète donc pas tes inepties. Toi, un homme qui achète et paie comptant des terres excellentes, voler des pots de bruyère. À d'autres. Ce soir, mon garçon, on t'a retourné comme un vieux gant. Bien malgré toi, tu as donné la volée à un secret qui te tourmente diablement. Et tu venais ici pour tâcher de le reprendre. En y réfléchissant, tu t'es dit, toi rusé, que sans doute M. Planta n'avait encore parlé à qui que ce soit, et tu arrivais avec le projet ingénieux de l'empêcher de parler désormais à âme qui vive. Le rebouteux voulut protester. « Tais-toi donc, » lui dit M. Lecoq. « Et ton coutelas ?» Pendant cet interrogatoire sommaire du rebouteux, le père Planta réfléchissait. « Peut-être, » murmura-t-il, « peut-être ai-je parlé trop tôt. »« Pourquoi donc ?» répondit l'agent de la sûreté. « Je cherchais une preuve palpable à donner à M. Dominy. Nous lui servirons ce joli garçon, et s'il n'est pas content, c'est qu'il est trop difficile. Mais que faire de ce misérable ? Il doit bien y avoir dans la maison un endroit pour l'enfermer. S'il le faut, je le ficellerai. »« J'ai là, » proposa le juge de paix, « un cabinet noir. »« Est-il sûr ? 3 des côtés sont formés de murs épais.
Le quatrième, qui donne ici même, est fermé par une double porte. Pas d'ouverture, pas de fenêtre, rien. C'est notre affaire. Le père Planta ouvrit alors le cabinet qui sert de décharge à sa bibliothèque, sorte de trou noir, humide, faute d'air, étroit et tout plein de livres de rebuts, de paquets de journaux et de vieux papiers. « Tu seras là-dedans comme un petit roi, » dit l'agent au rebouteux. Et, après l'avoir fouillé, il le poussa dans le cabinet. Robelot ne résista pas, mais il demanda à boire et une lumière. On lui passa une carafe pleine d'eau et un verre. « Quand t'as de la lumière, lui dit monsieur Lecoq, tu t'en passeras. Tu n'aurais qu'à nous jouer quelques mauvais tours. » La porte du cabinet noir refermée, le père Planta tendit la main à l'agent de la sûreté. « Monsieur Lecoq, lui dit-il, d'une voix émue, vous venez probablement de me sauver la vie au péril de la vôtre. Je ne vous remercie pas. Un jour viendra, je l'espère, où il me sera possible. » L'homme de la préfecture l'interrompit d'un geste. « Vous savez, monsieur, fit-il, combien ma peau est compromise. La risquer une fois de plus n'est pas un mérite. Puis, sauver la vie à un homme, ce n'est pas toujours lui rendre service. » Il resta pensif quelques secondes et ajouta. « Vous me remercierez plus tard, monsieur, lorsque j'aurai acquis d'autres droits à votre gratitude. » Monsieur Gendron, lui aussi, avait donné une cordiale poignée de main à l'agent de la sûreté. « Laissez-moi, lui disait-il, vous exprimer toute mon admiration. Je n'avais pas idée de ce que peuvent être les investigations d'un homme de votre trempe. Arrivé ce matin, sans détail, sans renseignement, vous êtes parvenu par le seul examen du théâtre du crime, par la seule force du raisonnement et de la logique, à trouver le coupable, et, bien plus, à nous démontrer, à nous prouver que le coupable ne peut pas être un autre que celui que vous dites. » Monsieur Lecoq s'inclina modestement. En réalité, les éloges de ce juge si compétent chatouillaient délicieusement sa vanité. « Et cependant, répondit-il, je ne suis pas encore parfaitement satisfait. Certes, la culpabilité de monsieur de Trémorel m'est surabondamment prouvée, mais quels mobiles l'ont poussé? Comment a-t-il été conduit à cette épouvantable détermination de tuer sa femme et d'essayer de faire croire que lui-même avait été assassiné? Ne peut-on supposer, objecta le docteur, que dégoûté de madame de Trémorel, il s'est défait d'elle pour rejoindre une autre femme aimée, adorée jusqu'à la folie? Monsieur Lecoq hocha la tête. On ne tue pas sa femme, dit-il, pour cette seule raison qu'on ne l'aime plus et qu'on en adore une autre. On quitte sa femme, on va vivre avec sa maîtresse, et tout est dit. Cela se voit tous les jours, et ni la loi ni l'opinion ne condamnent bien sévèrement l'homme qui agit ainsi. Mais, objecta le médecin, quand c'est la femme qui possède la fortune... Ce n'est pas ici le cas, répondit l'agent de la sûreté. Je suis allé aux informations. Monsieur de Trémorel possédait de son chef 100 000 écus, débris d'une fortune colossale sauvée par son ami Sauvresi, et sa femme, par leur contrat de mariage, lui a de plus reconnu un demi-million. Avec 800 000 francs, on peut vivre à l'aise partout. D'ailleurs, le comte était parfaitement maître de toutes les valeurs de la communauté. Il pouvait vendre, acheter, réaliser, emprunter, placer et déplacer les fonds à sa fantaisie. Le docteur Gendron n'avait rien à répondre. Monsieur Lecoq continua, parlant avec une certaine hésitation, tandis que ses yeux interrogeaient le père Planta. « C'est dans le passé, je le sens, qu'il faut chercher les raisons de ce meurtre d'aujourd'hui et les motifs de la terrible résolution de l'assassin. Un crime liait le comte et la comtesse si indissolublement que la mort seule de l'un pouvait rendre la liberté à l'autre. Ce crime, je l'ai soupçonné du premier coup, je l'ai entrevu à chaque moment depuis ce matin. Et l'homme que nous venons d'enfermer là, Robelot le rebouteux, qui voulait assassiner monsieur le juge de paix, en a été l'agent ou le complice. » Le docteur Gendron n'avait pas assisté aux diverses scènes qui, dans la journée au Valfeuillu, le soir chez le maire d'Orcival,
avait établi une tacite entente entre le père Planta et l'homme de la préfecture. Il lui fallait toute la perspicacité dont il est doué pour combler les lacunes et deviner les sous-entendus de la conversation qu'il écoutait depuis 2 heures. Les derniers mots de l'agent de la sûreté furent pour lui un trait de lumière, et il s'écria « Sauvre-y !»« Oui, répondit monsieur Lecoq, oui, sauvre-y !» Et ce papier que cherchait le meurtrier avec tant d'acharnement, cette lettre pour laquelle il négligeait le soin de son salut, doit contenir l'irrécusable preuve du crime. En dépit des regards les plus significatifs, des provocations les plus directes à une explication, le vieux juge de paix se taisait. Il semblait à 100 lieues de l'explication actuelle, et son regard perdu dans le vide paraissait suivre dans les brumes du passé des événements oubliés. Monsieur Lecoq, après une courte délibération intérieure, se décida à frapper un grand coup. « Quel passé, fit-il, que celui-ci dont le fardeau est si écrasant que, pour s'y soustraire, un homme jeune, riche, heureux, monsieur le comte Hector de Trémorel, arrive à combiner froidement un crime, résigné d'avance à disparaître ensuite, à cesser d'exister légalement, à perdre tout ensemble sa personnalité, sa situation, son honneur et son nom. Quel passé que celui dont le poids peut décider au suicide une jeune fille de 20 ans. Le père Planta s'était redressé, pâle, plus ému peut-être qu'il ne l'avait été de la journée. « Ah !» s'écria-t-il d'une voix altérée. « Vous ne pensez pas ce que vous dites là ? Laurence n'a jamais rien su. » Monsieur Gendron, qui étudiait sérieusement le vrai Lecoq, crut voir un fin sourire éclairer la figure si intelligente du policier. Le vieux juge de paix, cependant, poursuivait, calme et digne désormais, d'un ton qui n'était pas exempt d'une certaine hauteur. « Il n'était besoin, monsieur Lecoq, ni de ruse, ni de subterfuge, pour me déterminer à dire ce que je sais. Je vous ai témoigné assez d'estime et de confiance pour vous ôter le droit de vous armer contre moi du secret douloureux, ridicule si vous voulez, que vous avez surpris. » Si grand que soit son aplomb, l'agent de la sûreté fut quelque peu décontenancé et essaya de protester. « Oui, interrompit le père Planta, votre surprenant génie d'investigation vous a conduit à la vérité. Mais vous ne savez pas tout. Et maintenant encore, je me tairais si les raisons qui me commandaient le silence n'avaient cessé d'exister. » Il ouvrit le tiroir à secret d'un bureau de vieux chêne placé près de la cheminée et en sortit un dossier assez volumineux qu'il déposa sur la table. « Voici 4 ans, reprit-il, que jour par jour, je devrais dire, heure par heure, je suis les phases diverses du drame affreux qui, cette nuit, au Val-Feuillu, s'est dénoué dans le sang. Dans le principe, ce fut curiosité pure d'ancien avoué désœuvré. Plus tard, j'espérais sauver l'existence et l'honneur d'une personne bien chère. Pourquoi je n'ai rien dit de mes découvertes ? C'est, messieurs, le secret de ma conscience. Elle ne me reproche rien. Et d'ailleurs, hier encore, je fermais les yeux à l'évidence. Il m'a fallu le brutal témoignage du fait. Le jour était venu. Dans les allées du jardin, les merles effrontés couraient en sifflant. Le pavé de la route d'Évry sonnait sous le sabot des attelages matinaux se rendant au champ. Aucun bruit ne troublait le morne silence de la bibliothèque. Aucun, sinon le bruissement des feuilles de papier que tournait le vieux juge de paix et, de temps à autre, une plainte du rebouteux qui, enfermé dans le cabinet noir, souffrait et geignait. « Avant de commencer, dit le père Planta, je devrais, messieurs, consulter vos forces. Voici 24 heures que nous sommes debout. » Mais le docteur et l'agent de la sûreté protestèrent qu'ils n'avaient nul besoin de repos. La fièvre de la curiosité avait chassé la lassitude. Enfin, ils allaient avoir le mot de cette sanglante énigme. « Soit,
reprit le juge de paix. Alors, écoutez-moi. Chapitre 12. À 26 ans, le comte Hector de Trémorel était le modèle achevé, le parfait idéal du gentilhomme viveur, tel qu'il peut l'être à notre époque, inutile à soi et aux autres, nuisible même, semblant mis sur terre expressément pour jouir aux dépens de tout et de tous. Jeune, très noble, élégant, riche à millions, doué d'une santé de fer, ce dernier descendant d'une grande race gaspillait le plus follement, d'aucuns disaient le plus indignement du monde, et sa jeunesse, et son patrimoine. Il est vrai qu'à ses excès de tous les genres, il avait conquis une magnifique et peu enviable célébrité. On citait ses écuries, ses équipages, ses gens, son mobilier, ses chiens, ses maîtresses. Ses chevaux de rebut faisaient encore prime, et une drôlesse distinguée par lui acquérait aussitôt une valeur plus grande, comme un effet de commerce sur lequel tomberait la signature de M. de Rothschild. N'allez pas croire, au moins, que ce jeune homme fût né mauvais. Il avait eu du cœur et même de généreuses idées, autrefois, à 20 ans. 6 années de bonheur malsain l'avaient gâté jusqu'à la moelle. Vaniteux jusqu'à la folie, il était prêt à tout pour garder sa famosité. Il avait l'égoïsme farouche et terrible de quiconque n'a jamais eu à s'occuper que de soi et n'a jamais souffert. Enivré jusqu'au vomissement des plates flagorneries de soi-disant amis qu'attirait son argent, il s'admirait en conscience, prenant pour de l'esprit son cynisme brutal et pour du caractère son superbe dédain de toute morale, son manque absolu de principes et son scepticisme idiot. Et faible avec cela, ayant des caprices, jamais une volonté. Faible comme l'enfant, comme la femme, comme la fille. On retrouve sa biographie dans tous les petits journaux du moment qui colportaient à l'envi les mots qu'il faisait ou qu'il aurait pu faire à ses heures de loisir. Ses moindres faits et gestes sont relatés. Une nuit, soupant au café de Paris, il jette toute la vaisselle par la fenêtre. C'est 1000 louis qui lui en coûtent. Bravo. Le lendemain, après boire, il fait scandale avec une drôlesse dans une loge d'avant-scène, et il faut l'intervention du commissaire de police. On n'est pas plus régence. Un matin, Paris-Badeau apprend avec stupeur qu'il s'envole en Italie avec la femme du banquier X, une mère de famille de 19 ans. Il se bat en duel et blesse son adversaire. Quel courage! La semaine suivante, c'est lui qui reçoit un coup d'épée. C'est un héros. Une fois, il va à Bède et fait sauter la banque. Une autre fois, après une séance de jeu de 60 heures, il réussit à perdre 120 000 francs contre un prince russe. Il est de ces esprits que le succès exalte, qui convoitent les applaudissements, mais qui jamais ne s'inquiètent de la nature de ceux qu'ils obtiennent. Le comte Hector était un peu plus que ravi du bruit qu'il faisait par le monde. Avoir sans cesse son nom, ses initiales, dans les bulletins du monde parisien, lui paraissait comble de l'honneur et de la gloire. Il n'en laissait rien paraître, toutefois, et même avec une désinvolture charmante, il disait après chaque nouvelle aventure « Ne cessera-t-on donc jamais de s'occuper de moi ?» Puis, dans les grandes occasions, empruntant un mot à Louis XV, il disait « Après moi, le déluge !» Le déluge arriva de son vivant. Un matin du mois d'avril, son valet de chambre, qui était un bâtard scrofuleux de quelque portier parisien, par lui formé, dressé et stylé, l'éveilla sur les 9 heures en lui disant « Monsieur, il y a dans l'antichambre en bas un huissier qui vient, à ce qu'il prétend, pour saisir les meubles de monsieur. » Hector se retourna sur ses oreilles, bâilla, se détira et répondit « Eh bien, dis-lui de commencer l'opération par les écuries et les remises, et remonte m'habiller. » Il ne parut pas autrement ému, et le domestique se retira, surpris et émerveillé du flegme de son maître.
c'est que le comte avait du moins ce mérite de savoir au juste à quoi s'en tenir sur sa situation financière, et cette invasion de l'huissier, il la prévoyait. Je dirais plus, il l'attendait. Il y avait 3 ans qu'à la suite d'une chute de cheval qui le mit sur le lit 6 semaines, le comte de Trémorel avait mesuré la profondeur du gouffre où il courait. Alors, il pouvait encore se sauver. Mais quoi ? Il lui eût fallu changer son genre de vie, réformer sa maison, apprendre qu'il faut 20 pièces d'un franc pour faire un louis. Fi, jamais. Il lui parut que donner 1 louis de moins par mois à sa maîtresse en titre, ce serait rogner d'1 centimètre le piédestal que lui avaient élevé ses contemporains. Plutôt mourir. Et après mûre réflexion, il se dit qu'il irait jusqu'au bout. Ses aïeux ne mourraient-ils pas tout d'une pièce ? Le mauvais quart d'heure venu, il s'enfuirait à l'autre bout de la France, démarquerait son linge et se ferait sauter la cervelle au coin de quelque bois. L'échéance fatale était arrivée. C'est qu'à force de contracter des obligations, de signer des lettres de change, de renouveler des billets, de payer des intérêts et les intérêts des intérêts, de donner des commissions et des pots de vin, d'emprunter toujours et de ne jamais rendre, Hector avait dévoré le patrimoine princier, près de 4 millions en terres, recueillis à la mort de son père. L'hiver qui venait de s'écouler lui avait coûté 50 000 écus. Il y avait 8 jours qu'ayant tenté un dernier emprunt de 100 000 francs, il avait échoué. On l'avait refusé, non que ses propriétés ne valussent plus qu'il ne devait, mais les prêteurs sont prudents et ils savent l'incroyable dépréciation des biens vendus aux enchères. C'est pourquoi le valet de chambre du comte de Trémorel, entrant et disant « Monsieur, c'est l'huissier », semblait en réalité quelque spectre de commandeur criant « Au pistolet, maintenant !» Il prit crânement l'avertissement et se leva en murmurant « Allons, c'est fini ». Il était fort calme et plein d'un beau sang-froid, bien qu'un peu étourdi. Mais le vertige est assez excusable lorsque, sans transition, on passe de tout à rien. Sa conviction étant qu'il faisait sa dernière toilette, il ne voulait pas qu'elle fût inférieure à ses toilettes de tous les jours. Parbleu, c'est en grande tenue de cour que la noblesse française allait au combat. En moins d'1 heure, il fut prêt. Il passa, comme d'ordinaire, sa chaîne de montre à coulants de brillant dans la boutonnière de son gilet, puis il glissa dans la poche de côté de son léger par-dessus une paire de mignons pistolets à 2 coups, à crosse d'ivoire, chef-d'œuvre de Britt, l'artiste armurier anglais. Alors, il renvoya son domestique, et ouvrant son secrétaire, il inventoria ses suprêmes ressources. Il lui restait 10 000 et quelques 100 francs. Avec cette somme, il pouvait entreprendre un voyage, prolonger son existence de 2 ou 3 mois, mais il repoussa avec horreur la pensée, indigne de son beau caractère, d'un misérable subterfuge, d'un sursis déguisé, d'un recours en grâce. Il songea au contraire que ces 10 billets de 1 000 francs allaient lui permettre une somptueuse largesse dont il serait parlé dans le monde. Il se dit qu'il serait chevaleresque d'aller demander à déjeuner à sa maîtresse et de lui faire cadeau de cet argent au dessert. Pendant le déjeuner, il serait étourdissant de verve, de gaieté, de scepticisme railleur, puis, à la fin, il annoncerait son suicide. Cette fille ne manquerait pas d'aller partout raconter la scène. Elle répéterait sa dernière conversation, son testament politique, et le soir, on en causerait dans tous les cafés. Il en serait question dans tous les journaux. Cette idée, ces perspectives d'éclat le réjouirent singulièrement et le réconfortèrent tout à fait. Il allait sortir lorsque son regard tomba sur l'amas de paperasse que contenait son secrétaire. Peut-être s'y trouvait-il un écrit oublié capable de ternir la pureté d'acier de sa mémoire. Vivement, il vida les tiroirs dans la cheminée, sans regarder, sans choisir, et il mit le feu à cette masse de papier. C'est avec un sentiment d'orgueil bien légitime qu'il regardait s'enflammer tous ces chiffons, lettres d'amour ou lettres d'affaires, doubles obligations, titres de noblesse ou de propriété.
N'était-ce pas son passé éblouissant qui flambait à mettre le feu dans la cheminée? Le dernier chiffon était consumé. Il songea à l'huissier et descendit. Cet officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions n'était autre que M. Z, huissier audiencier, le mieux mis et le plus poli des huissiers, homme de goût et d'esprit, ami des artistes, poète lui-même, à ses heures. Il avait déjà saisi dans les écuries 8 chevaux, avec leurs harnachements, selles, brides, mors, couvertes, et dans la remise 5 voitures avec leurs apparaux, coussins doubles, capotes mobiles, timons de rechange, lorsqu'il aperçut dans la cour le comte Hector. « Je procédais fort lentement, monsieur le comte, lui dit-il, après l'avoir salué. Peut-être désirez-vous arrêter les poursuites? La somme est importante, il est vrai, mais dans votre position... » « Sachez, monsieur, répondit superbement monsieur de Trémorel, que si vous êtes ici, c'est que cela me convient. Mon hôtel ne me plaît plus, je n'y remettrai jamais les pieds. Ainsi, vous êtes le maître, allez. » Et, pirouettant sur ses talons, il s'éloigna. Et M. Z, bien désillusionné, se remit à l'œuvre. Il allait de pièce en pièce, admirant et saisissant. Il décrivait les coupes de vermeil gagnées aux courses, les collections de pipes, les trophées d'armes. Il saisit la bibliothèque, un meuble splendide, et tous les volumes qu'elle contenait. Un manuel d'hippiatrique, la chasse et la pêche, les mémoires de Casanova, le duel et les duellistes, Thérèse, la chasse aux chiens d'arrêt. Pendant ce temps, le comte de Trémorel, plus que jamais résolu au suicide, remontait le boulevard, se rendant chez sa maîtresse, qui occupait près de la Madeleine un petit appartement de 6 000 francs. Cette maîtresse, Hector l'avait 8 ou 10 mois auparavant lancée dans le demi-monde, sous le nom de Miss Jenny Fancy. La vérité est qu'elle s'appelait Pélagie Taponnet, et qu'elle était, sans que le comte s'en doutât, la sœur adultérine de son valet de chambre. Protégée par le comte de Trémorel, Miss Fancy a eu dans le demi-monde parisien un réel et bruyant succès de toilette et de beauté. Elle était loin, cependant, d'être belle, dans l'acception classique du mot, mais elle présentait le type accompli du joli parisien, type qui, pour être de pure convention, n'en a pas moins des admirateurs passionnés. Elle avait des mains délicates d'un dessin parfait, un pied mignon, de superbes cheveux châtains, la dent blanche du chat, et par-dessus tout, de grands yeux noirs insolents ou langoureux, caressants, provoquants, des yeux à faire descendre les seins de pierre de leur niche. Miss Fancy n'était pas fort intelligente, mais elle eut vite pris le facile bagout des coureuses de première représentation. Enfin, elle faisait valoir ses toilettes excentriques. Le comte l'avait ramassée dans un bal public de bas étage, où, un soir, par le plus grand des hasards, il était entré pendant qu'elle dansait des pas risqués en bottines percées. En moins de 12 heures, sans transition, elle passa de la plus affreuse misère à un luxe dont, évidemment, elle ne pouvait même avoir l'idée. Éveillée un matin sur le grabat malpropre d'un cabinet garni à 12 francs par mois, elle s'endormit le soir sous les courtines de satin d'un lit de palissandre. Cet éblouissant changement ne la surprit pas autant qu'on le pourrait supposer. Il n'est pas, à Paris, de fillettes un peu jolies qui n'attendent, pleines de confiance, des aventures plus surprenantes encore. Il faut à l'artisan enrichi 15 ans pour s'habituer à l'habit noir. La Parisienne quitte sa robe de 6 sous pour le velours et la moire, et on jurerait que jamais elle n'a porté autre chose. 48 heures après son installation, Miss Fancy avait mis ses domestiques sur un bon pied. On lui obéissait au doigt et à l'œil, et elle faisait marcher comme il faut ses couturières et ses modistes. Cependant, le premier étourdissement d'un plaisir absolument nouveau se dissipa vite. Bientôt, Jenny, seule, une partie de la journée, dans son bel appartement, ne sut plus à quelle distraction se prendre. Ses toilettes, qui d'abord l'avaient transportée, ne lui disaient plus rien. La jouissance d'une femme n'est complète que doublée de la jalousie des rivales. Or, les rivales de Fancy habitaient au faubourg du Temple, tout en haut,
près de la barrière. Elle ne pouvait envier sa splendeur qu'elle ne connaissait pas, et il lui était absolument interdit d'aller se montrer à elle, d'aller les éclabousser. À quoi bon? Alors, une voiture. Quant à Trémorel, Jenny le subissait, ne pouvant faire autrement. Il lui semblait le plus ennuyeux des hommes. Ses amis, elle les considérait tous comme des êtres assommants. Peut-être sentait-elle un écrasant mépris sous les manières ironiquement polies, et comprenait-elle combien peu elle était, pour tous ces gens riches, ces viveurs, ces joueurs, ces blasés, ces repus. Ses plaisirs, et encore elle les goûtait modérément, étaient une soirée chez quelque femme dans sa position, une nuit de baccarat où elle gagnait, un souper où elle gâchait tout. Le reste du temps, elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait à périr. Elle avait la nostalgie de la ruelle fangeuse de son quartier, de son garni infect. 100 fois elle eut envie de planter là Trémorel, de renoncer à son luxe, à son argent, à ses domestiques, et de reprendre son ancienne existence. 10 fois elle fit son paquet. Toujours l'amour-propre la retint au dernier moment. Telle est, aussi exactement que possible, la femme chez laquelle, ce matin de la saisie, le comte Hector se présenta sur les 11 heures. Certes, elle ne l'attendait guère si matin, et elle fut bien surprise quand il lui annonça qu'il venait lui demander à déjeuner, la priant de faire se dépêcher la cuisinière, parce qu'il était fort pressé. Jamais Miss Fancy n'avait vu son amant si aimable, jamais surtout elle ne l'avait vu si gai. Tant que dura le déjeuner, il fut, comme il se l'était promis, étincelant de verve. Le café servi, Hector jugea le moment opportun pour parler. « Tout ceci, mon enfant, dit-il, n'est qu'une préface destinée à te préparer à une nouvelle assez surprenante. Donc, tu sauras que je suis ruiné. » Elle le regarda, ébahie, paraissant ne pas comprendre. « J'ai dit ruiné, insista-t-il en riant très fort. Tout ce qu'il y a de plus ruiné. Ruiné à plate couture. Ah, tu veux te moquer de moi? Tu plaisantes. Jamais je n'ai parlé si sérieusement, reprit Hector. Cela te semble invraisemblable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pourtant très vrai. Les grands yeux de Jenny interrogeaient toujours. Que veux-tu? Continua-t-il avec une superbe insouciance. La vie est comme une grappe de raisin qu'on mange lentement, grain à grain, ou dont on exprime le suc dans un verre pour le boire d'un trait. J'ai choisi la seconde méthode. Ma grappe à moi se composait de 4 millions. Ils sont bus. Je ne les regrette pas. J'ai eu de la vie pour mon argent. Mais à présent, je puis me flatter d'être aussi gueux que n'importe quel gueux de France. Tout à cette heure est saisi chez moi. Je suis sans domicile. Je n'ai plus le sou. Il parlait, s'animant au choc des pensées diverses qui se pressaient tumultueusement dans son cerveau, s'exaltant au cliquetis des mots. Et il ne jouait pas la comédie. Sa bonne foi était complète, intacte, entière. Il ne songeait même pas à se trouver bien. Mais, alors, hasarda Miss Fancy. Quoi? Tu te trouves libre? Cela va sans dire. Elle ne savait trop encore si elle devait s'affliger ou se réjouir. Oui, déclara-t-il, je te rends ta liberté. Jenny eut un geste sur lequel Hector se méprit. Oh, mais sois tranquille, ajouta-t-il vivement, je ne te quitte pas ainsi. Je ne veux pas que demain tu te trouves dans l'embarras. Le loyer ici étant à ton nom, le mobilier te reste, et, de plus, j'ai songé à toi. J'ai là, dans ma poche, 500 louis. C'est toute ma fortune. Je te l'apporte. Il lui présentait en même temps sur une assiette, imitant en riant les garçons de restaurant qui rapportent la monnaie, ses 10 derniers billets de 1000 francs. Elle les repoussa avec horreur. « Eh bien, fit-il, reprenant son ton d'homme supérieur, voilà un beau mouvement, mon enfant. C'est bien, très bien. Je l'ai toujours pensé, vois-tu, et toujours dit. Tu es une bonne fille, trop bonne même. Il faudra te corriger.
Oui, elle était bonne fille. Miss Jenny Fancy. Autrement dit, Pélagie taponnait, car au lieu de serrer les billets de banque et de mettre Hector à la porte, comme c'était incontestablement son droit, elle essaya, le croyant très malheureux, de le consoler, de le réconforter. Depuis que Trémorel lui avait confessé qu'il était sans le sou, elle ne le haïssait presque plus, et même, par un revirement fréquent chez les femmes de cette trempe, elle commençait à l'aimer. Hector, saisi, sans asile, n'était plus l'homme terrible, payant pour être le maître, le millionnaire dont un caprice rejette au ruisseau la femme qu'il en a tirée par fantaisie. Ce n'était plus le tyran, l'être exécré. Ruiné, il descendait de son piédestal, il rentrait dans le droit commun, il redevenait un homme comme les autres, préférable aux autres, étant vraiment remarquablement beau. Puis, prenant pour un généreux élan du cœur le dernier artifice d'une vanité malade, Fancy était extrêmement touchée de ce don de 10 000 francs. « Tu n'es pas si pauvre que tu dis, reprit-elle, puisque tu as encore cette somme. »« Eh, cher enfant, c'est à peine ce que tu me coûtes par mois. Je t'ai donné tout autant 2 ou 3 fois pour quelques petits diamants que tu portais une soirée. » Elle réfléchit un moment, et tout étonnée, comme après une découverte. « Tiens, dit-elle, c'est pourtant vrai. » Depuis longtemps, Hector ne s'était autant amusé. « Mais, reprit gravement Miss Fancy, je puis dépenser moins, oh oui, beaucoup moins, et être, je te l'assure, tout aussi heureuse. Autrefois, avant de te connaître, quand j'étais jeune, elle avait 19 ans. 10 000 francs me semblait une de ces sommes fabuleuses dont on parle, mais que peu d'hommes ont vu réunies en un seul tas, que bien peu ont tenu entre les mains. Elle essayait de glisser les billets dans la poche du comte qui se défendait. Ainsi, tiens, reprends, garde. Que veux-tu que j'en fasse? Je ne sais, mais il me semble que cet argent peut en rapporter d'autres. Ne peux-tu jouer à la bourse, parier aux courses, gagner à bad, tenter quelque chose enfin? J'ai entendu parler de gens qui maintenant sont riches comme des rois, qui ont commencé avec rien et qui n'avaient pas ton éducation à toi, qui a tout vu, qui connaît tout. Que ne fais-tu comme eux? Elle parlait vivement, avec cet entraînement de la femme qui cherche à faire triompher son idée. Et lui la regardait, stupéfait de lui trouver cette sensibilité, cet intérêt désintéressé à sa personne, plus étonné qu'un professeur de l'école qui, préparant sa leçon, rencontrerait le cœur de son sujet à droite au lieu de le découvrir à gauche. « Tu veux bien, n'est-ce pas ?» insistait-elle. « Tu veux bien ?» Il secoua l'espèce de torpeur pleine de charme où le plongeait la mine câline de sa maîtresse. « Oui, » lui dit-il, « tu es une bonne fille. Mais prends ces 500 louis, puisque je te les donne, et ne t'inquiète de rien. »« Mais toi, as-tu encore de l'argent? Que te reste-t-il ?»« J'ai encore... » Il s'arrêta, inspectant ses poches, comptant l'or de son porte-monnaie, ce qui ne lui était jamais arrivé. « Ma foi, il me reste 340 francs. C'est bien plus qu'il ne m'en faut. Aussi, avant de partir, je veux donner 10 louis à tes domestiques. Ils m'ont bien servi. »« Et que deviendras-tu après? Mon Dieu !» Il se posa sur sa chaise, caressant négligemment sa belle barbe, et ajouta: « Je vais me brûler la cervelle. »« Oh !» s'écria-t-elle, effrayée. Hector supposa que la jeune femme doutait. Il sortit de sa poche ses petits pistolets à crosse d'ivoire, et les lui montrant: « Tu vois, lui dit-il, c'est Joujou. Eh bien, en te quittant, je vais aller quelque part, n'importe où. J'appuierai les canons comme cela sur mes tempes. » Il faisait le geste. « Je presserai la détente, et tout sera dit. » Elle le regardait, la pupille dilatée par l'épouvante, pâle,
le sein ému. Mais en même temps, elle l'admirait. Elle était émerveillée de tant de courage, de ce calme, de cette insouciance railleuse. Quel dédain superbe de la vie! Dévorer sa fortune et se tuer après, sans cris, sans pleurs, sans regrets, lui paraissait un acte d'héroïsme inouï, sans exemple, sans pareil. Et, dans son extase, il lui semblait que devant elle se dressait un homme nouveau, inconnu, beau, radieux, éblouissant. Elle se sentait prise pour lui de tendresses infinies. Elle l'aimait comme jamais elle n'avait aimé. En elle s'éveillaient des ardeurs ignorées. « Non, s'écria-t-elle, non, cela ne sera pas. » Et, se levant brusquement, elle bondit jusqu'à Hector. Elle s'était suspendue au cou de son amant, et la tête rejetée en arrière pour le bien voir, pour plonger ses yeux dans les siens, elle continuait. « Tu ne te tueras pas, n'est-ce pas? Tu me le promets, tu me le jures. Non, ce n'est pas possible, tu ne le voudrais pas. C'est que je t'aime, vois-tu, je t'aime. Moi qui ne pouvais pas te souffrir autrefois. Ah, je ne te connaissais pas, tandis que maintenant. Va, nous serons heureux. Toi qui as toujours vécu dans les grandeurs, tu ne sais pas ce que c'est que 10 000 francs, mais je le sais, moi. On peut vivre longtemps, et très bien, avec cela. Sans compter que si nous voulons vendre tout ce qu'il y a ici d'inutile, les chevaux, la voiture, mes diamants, mon cachemire vert, nous en tirerons bien le triple, le quadruple même, de cette somme. 30 000 francs, c'est une fortune. Songe à ce que cette somme représente de jours de bonheur. Le comte de Trémorel secouait la tête négativement, souriant ravi. Oui, il était ravi. Sa vanité, délicieusement chatouillée, s'épanouissait à la chaleur de cette passion qui jaillissait des yeux si beaux de Miss Fancy. Voilà comment on l'aimait, lui. Comment on le regrettait. Quel héros le monde allait perdre. Car nous ne resterons pas ici, poursuivit Jenny. Nous irons nous cacher à l'autre bout de Paris, dans un petit logement. Tu ne sais pas, toi, que du côté de Belleville, sur les hauteurs, on trouve pour 1 000 francs par an des logements délicieux entourés de jardins. Comme nous y serions bien, serrés l'un contre l'autre. Tu ne me quitterais jamais, car je serais jalouse, vois-tu. Oh, mais jalouse. Nous n'aurions pas de domestique, et tu verrais comme je sais bien tenir notre petit ménage. Hector ne répondait toujours pas. Tant que durera l'argent, continuait Jenny, nous rirons. Quand il n'y en aura plus, si tu es toujours décidé, tu te tueras. C'est-à-dire, nous nous tuerons ensemble. Mais pas avec un pistolet, n'est-ce pas? Cela doit faire trop de mal. Nous allumerons un grand réchaud de charbon, nous nous endormirons dans les bras l'un de l'autre, et tout sera dit. Il paraît qu'on ne souffre pas du tout. Une de mes amies qui avait déjà perdu connaissance quand on a enfoncé sa porte m'a dit qu'elle n'avait rien senti, qu'un peu de mal à la tête. Cette proposition tira Hector de l'engourdissement voluptueux où l'avaient maintenu les regards et l'étreinte de sa maîtresse. Elle réveillait en lui un souvenir qui froissait toutes ses vanités de gentilhomme et de viveur. 3 ou 4 jours auparavant, il avait lu, dans un journal, le récit du suicide d'un marmiton de chez Vachette qui, dans un accès de désespoir amoureux, avait dérobé chez son patron un réchaud et était allé s'asphyxier bravement dans son taudis. Même, avant de mourir, il avait écrit à son infidèle une lettre très touchante. Cette idée de finir comme le cuisinier le fit frémir. Il entrevit la possibilité d'une comparaison horrible. Quel ridicule! Et le comte de Trémorel, qui avait passé sa vie à faire profession de tout braver, avait une peur folle du ridicule. Aller se faire périr par le charbon à Belleville, avec une grisette? Horreur! Il dénoua presque brutalement les bras de Miss Fancy et la repoussa.
Assez de sentiments comme cela, dit-il de son ton d'autrefois. Tout ce que tu dis, ma chère enfant, est fort joli, mais complètement absurde. Un homme de mon nom ne déchoit pas. Il meurt. » En retirant de sa poche les billets qui avaient glissé Miss Fancy, il les rejeta sur la table. « Allons, adieu. » Il voulait sortir, mais rouge, échevelée, l'œil flamboyant de résolution, Jenny courut se placer devant la porte. « Tu ne sortiras pas !» cria-t-elle. « Je ne veux pas. Tu es à moi, entends-tu, puisque je t'aime. Si tu fais un pas, j'appelle. » Le comte de Trémorel haussa les épaules. « Il faut pourtant en finir, dit-il. »« Tu ne passeras pas. »« Fort bien. Ce sera donc ici que je me ferai sauter la cervelle. » Et, sortant un de ses pistolets, il l'appuya contre sa tempe en disant « Si tu appelles, si tu ne me laisses pas le passage libre, je tire. » Si Miss Fancy eût appelé, très certainement le comte de Trémorel eût pressé la détente. Il était mort. Mais elle n'appela pas. Elle ne le put. Elle poussa un grand cri et tomba évanouie. « Enfin !» fit Hector, remettant son arme dans sa poche. Aussitôt, sans prendre le soin de relever sa maîtresse qui gisait à terre, il sortit, refermant la porte à double tour. Puis, dans l'antichambre, ayant appelé les domestiques, il leur remit 10 louis pour se les partager et s'éloigna rapidement. Chapitre 13. Arrivé dans la rue, le comte de Trémorel s'apprêtait à remonter le boulevard, lorsque l'idée de ses amis traversa son esprit. L'histoire de sa saisie, colportée par ces gens, devait déjà courir la ville. « Non, pas par là, » murmura-t-il. C'est qu'en effet, de ce côté, il rencontrerait infailliblement quelqu'un de ses très chers, et il lui semblait entendre les compliments de condoléances et les ridicules offres de service. Il voyait les grimaces contrites, dissimulant mal une intime et délicieuse satisfaction. Il avait, en sa vie, blessé tant de vanité, écrasé tant d'amour-propre, qu'il devait s'attendre à de terribles représailles. Et pourquoi ne pas tout dire, les amis d'un homme que favorise une insolente prospérité ressemblent tous, plus ou moins, volontairement ou sans s'en douter, à cet excentrique Anglais qui suivait un dompteur de bêtes féroces avec le doux espoir de le voir dévorer. La fortune, aussi, dévore parfois ceux qui la domptent. Hector traversa donc la chaussée, prit la rue Dufaux et gagna les quais. Où allait-il ? Il n'en savait rien. Il ne se le demandait même pas. Il marchait au hasard, longeant les parapets, respirant à plein poumon l'air pur et vif, savourant cette béatitude physique qui suit un bon repas, heureux de se sentir vivre aux tièdes rayons du soleil d'avril. Le temps était splendide, et Paris entier était dehors. La ville avait un air de fête, les flâneurs encombraient les rues, la foule affairée ralentissait sa course. Toutes les femmes étaient jolies. À un angle des ponts, des marchandes tenaient leur éventaire de violettes qui embaumaient. Près du Pont-Neuf, le comte acheta un de ces bouquets qu'on crie à 10 centimes, et le passa à sa boutonnière. Il jeta 20 sous à la marchande, et sans attendre qu'on lui rendît la monnaie, il continua sa route. Arrivé à cette grande place qui est au bout du boulevard Bourbon, et qui est toujours encombrée de saltimbanques et de montreurs de curiosités en plein vent, la foule, le bruit, le déchirement des musiques, l'arrachèrent à sa torpeur, le ramenant brusquement à la situation présente. Il s'agit, pensa-t-il, de quitter Paris. Et, d'un pas plus rapide, il s'achemina vers la gare d'Orléans, dont on aperçoit les bâtiments en face, de l'autre côté de la Seine. Arrivé à la salle de départ, il demanda l'heure d'un train pour Étampes. Pourquoi choisissait-il Étampes ? Il lui fut répondu qu'un train venait de partir, il n'y avait pas 5 minutes, et qu'il n'y en aurait pas d'autre avant 2 heures. Il éprouva une vive contrariété, et comme il ne pouvait rester là 2 heures à attendre, il sortit, et, pour tuer le temps, il entra au jardin des plantes. Certes, il y avait bien 10 ou 12 ans qu'il n'y avait mis les pieds.
Il n'y était pas venu depuis le temps où, lorsqu'il était au lycée, on y conduisait les élèves, les jours de promenade, pour visiter la ménagerie ou jouer au bar. Rien n'avait changé. C'étaient bien les mêmes marronniers, les mêmes treillages vermoulus, les mêmes petites allées coupant des carrés pleins de plantes portant leur nom sur une étiquette au bout d'une tige de fil de fer. Les grandes allées de ce côté étaient presque désertes. Il s'assit sur un banc en face du musée de minéralogie. Qui sait? Peut-être, lorsqu'il était au lycée, 10 ans plus tôt, las de courir, de s'amuser, il était venu se reposer sur ce même banc. Entre ce temps et aujourd'hui, quelle différence! La vie alors lui apparaissait comme une longue avenue, si longue qu'on n'en voyait pas la fin, sablée de sable d'or, ombragée, délicieuse, réservant à chaque pas une surprise, une volupté nouvelle. Eh bien, il venait de la parcourir, cette allée. Il était arrivé au bout. Qu'y avait-il trouvé? Rien. Non, rien. Car à cette heure où il récapitulait les années écoulées, il ne se trouvait pas, entre tant de jours, un seul jour lui ayant laissé un de ces souvenirs délicieux qui ravissent et consolent. Des millions avaient glissé entre ses mains prodigues, et il ne se rappelait pas une dépense utile, véritablement généreuse, de 20 francs. Lui qui avait eu tant d'amis, tant de maîtresses, il cherchait vainement dans sa mémoire un nom d'ami, un nom de femme à murmurer. Le passé lui apparaissant comme en un miroir fidèle, il était surpris, consterné de l'imbécilité de ses plaisirs, de l'inanité des jouissances qui avaient été le but et comme la fin de son existence. Et pour qui avait-il vécu, en définitive? Pour les autres. Il avait cru poser sur un piédestal, il avait paradé sur un tréteau. Ah, j'étais fou, se disait-il. J'étais fou. Ne voyant pas qu'après avoir vécu pour les autres, il allait se tuer. Il s'attendrissait. Qui penserait à lui dans 8 jours? Personne. Ah, si, Miss Fancy, peut-être, une fille. Et encore, non. Dans 8 jours, elle serait consolée et rirait de lui avec un nouvel amant. Mais il se souciait bien de Fancy, vraiment. Cependant, les tambours battaient la retraite autour du jardin. La nuit était venue, et avec la nuit, un brouillard épais et froid se levait. Le comte de Trémorel quitta son banc, il était glacé jusqu'aux os. « Retournons au chemin de fer », murmura-t-il. Hélas, en ce moment, l'idée de se brûler la cervelle au coin d'un bois, comme il le disait si allègrement le matin, lui fit horreur. Il se représenta son cadavre défiguré, sanglant, gisant sur le revers de quelque fossé. Que deviendrait-il? Des mendiants passeraient, ou des maraudeurs, qui le dépouilleraient. Et après, la justice viendrait, on enlèverait ce corps inconnu, et sans doute, en attendant la constatation de l'identité, on le porterait à la morgue. Il frissonna. Il se voyait étendu sur une de ces larges dalles de marbre qu'arrose un jet continu d'eau glacée. Il entendait le frémissement de la foule qu'attire en ce lieu sinistre une malsaine curiosité. Alors, comment mourir? Il chercha et s'arrêta à l'idée de se tuer dans quelque hôtel garni de la rive gauche. « Voilà qui est décidé, » dit-il. Et, sortant du jardin avec les derniers promeneurs, il gagna le quartier latin. Son insouciance du matin avait fait place à une résignation morne. Il souffrait, il se sentait la tête lourde, il avait froid. « Si je ne devais mourir cette nuit, pensa-t-il, je serais bien enrhumé demain. » Cette saillie de son esprit ne le fit pas sourire, mais elle lui donna la conscience d'être un homme très fort. Il s'était engagé dans la rue Dauphine et cherchait des yeux un hôtel. Puis il pensa qu'il n'était pas 7 heures et que demander une chambre, ce serait peut-être éveiller certains soupçons. Il réfléchit qu'il avait encore 140 francs dans sa poche, résolu d'aller dîner. Ce serait son dernier repas. En effet, il entra dans un restaurant, rue Contrescarpe, et se fit servir.
Mais il s'efforçait en vain de secouer la tristesse de plus en plus anxieuse qui l'envahissait. Il se mit à boire. Il vida 3 bouteilles sans parvenir à changer le cours de ses idées. Retrouvant dans le vin l'amertume de ses réflexions, il lui semblait détestable, bien qu'il fût excellent et le plus cher de l'établissement. Coté 25 francs sur la carte. Et les garçons regardaient avec surprise ce dîneur lugubre qui touchait à peine au mets qu'il demandait et qui, à mesure qu'il vidait son verre, devenait plus sombre. La carte de son dîner s'éleva à 90 francs. Il jeta sur la table son dernier billet de 100 francs et sortit. Il n'était pas tard encore. Il entra dans un estaminet plein d'étudiants qui buvaient et alla s'asseoir à une table isolée tout au fond de la salle, derrière les billards. On lui apporta du café et il vida dans sa tasse tout le carafon qu'on lui servit, puis un second, puis un troisième. Il ne voulait pas en convenir, se l'avouer. Il cherchait à s'exalter, à se monter au niveau du courage dont il allait avoir besoin. Il n'y réussissait pas. Pendant le dîner, et depuis qu'il était au café, il avait prodigieusement bu. À tout autre moment, il eût été ivre, mais l'alcool, loin de lui donner sa folie passagère, lui tournait sur l'estomac et l'anéantissait. Il était là, à sa table, le front entre ses mains, lorsqu'un garçon qui traversait la salle lui tendit un journal. Machinalement, il le prit, l'ouvrit et lut. Au moment de mettre sous presse, on nous apprend la disparition d'un personnage bien connu qui aurait, ajoute-t-on, annoncé son intention formelle de se suicider. Si étranges sont les faits qu'on nous raconte que, n'ayant pas le temps d'aller aux renseignements, nous renvoyons les détails à demain. Ces quelques lignes éclatèrent comme des obus dans le cerveau du comte de Trémorel. C'était son arrêt de mort, sans sursis, signé par ce tyran dont, pendant des années, il avait été l'assidu courtisan, l'opinion. « On ne cessera donc jamais de s'occuper de moi, » murmura-t-il avec une rage sourde. Et sincèrement, pour la première fois de sa vie. Puis, résolument, il ajouta « Allons, il faut en finir. » 5 minutes plus tard, en effet, muni d'un livre et de quelques cigares, il frappait à la porte de l'hôtel du Luxembourg. Conduit par le domestique à la meilleure chambre de la maison, il fit allumer un grand feu et demanda de l'eau sucrée et tout ce qu'il fallait pour écrire. Sa résolution à ce moment était aussi inébranlable que le matin. « Il n'y a plus à hésiter, » murmurait-il. « Il n'y a plus à reculer. » Il s'assit devant la table, près de la cheminée, et d'une main ferme écrivit la déclaration destinée au commissaire de police. « Qu'on n'accuse personne de ma mort, » commençait-il, et il terminait en recommandant d'indemniser le propriétaire de l'hôtel. La pendule marquait 11h moins 5 minutes. Il posa ses pistolets sur la cheminée en murmurant « À minuit, je me brûle la cervelle. J'ai encore 1 heure à vivre. » Le comte de Trémorel s'était laissé tomber sur son fauteuil, la tête renversée sur le dossier, les pieds appuyés à la tablette de la cheminée. Pourquoi ne se tuait-il pas tout de suite? Pourquoi s'accorder, s'imposer cette heure d'attente, d'angoisse, de torture? Il n'aurait su le dire. Il cherchait à réfléchir aux circonstances diverses de sa vie. Il était frappé de la vertigineuse rapidité des événements qui l'avaient amené dans cette misérable chambre d'hôtel garnie. Comme le temps passe. Il lui semblait que c'était hier que, pour la première fois, il était allé emprunter 100 000 francs. Mais que sert à l'homme qui a roulé au fond de l'abîme la connaissance des causes de sa chute? La grande aiguille de la pendule avait dépassé la demie de 11 heures. Il songeait encore à cet article du journal qui venait de lui tomber sous les yeux. À qui attribuer la communication de la nouvelle? À Miss Fancy, sans aucun doute. La porte de la salle à manger ouverte, elle était revenue à elle et s'était élancée sur ses pas, à demi habillée, échevelée, tout en larmes. Où était-elle allée, ne l'apercevant pas sur le boulevard? Chez lui, d'abord, puis au club, puis chez quelques-uns des amis,
si bien que ce soir, à ce moment même, il n'était question que de lui dans son monde. Tous ceux qu'il avait connus, et ils étaient nombreux, s'abordaient en se disant « Vous savez la nouvelle ?»« Eh oui, ce pauvre Trémorel, quel plongeon ! C'était un excellent garçon, seulement... » Il lui semblait entendre la litanie des « seulement », saluée de ricanements et de plaisanteries de mauvais goût. Puis, son suicide constaté ou non, on se partageait ses dépouilles. L'un prenait sa maîtresse, l'autre achetait ses chevaux, le troisième s'arrangeait du mobilier. Le temps passait. La vibration stridente qui annonce la sonnerie d'une pendule se fit entendre. C'était l'heure. Le comte se leva, saisit ses pistolets et alla se placer près du lit, s'arrangeant de façon à ne pas rouler à terre. Précaution absurde, incompréhensible, quand on est de sang-froid et que prennent cependant tous ceux qui se suicident. Le premier coup de minuit sonna. Il ne tira pas. Hector était brave et sa réputation de courage n'était plus à faire. Il s'était battu en duel 10 fois au moins, et toujours sur le terrain on avait admiré son insouciance railleuse. Un jour, il avait tué son homme, et, le soir, il s'était endormi fort paisiblement. On citait de lui des paris effrayants, des traits d'une témérité folle. Oui, mais il ne tirait toujours pas. C'est qu'il est 2 sortes de courage. L'un, le faux, brille de loin comme le manteau pailleté du baladin, mais il lui faut le plein soleil, l'excitation de la lutte, le transport de la colère, l'incertitude du résultat et, par-dessus tout, la galerie qui applaudit ou qui siffle. C'est le vulgaire courage du duelliste et du coureur de course au clocher. L'autre, le vrai, ne se drape pas. Il méprise l'opinion, il obéit à la conscience et non à la passion. Le succès ne le préoccupe pas, il fait son œuvre sans bruit. C'est le courage de l'homme fort qui, ayant mesuré froidement le péril, dit « Je ferai ceci » et le fait. Depuis plus de 2 minutes, minuit avait sonné, et Hector était toujours là, le pistolet appuyé sur la tempe. « Aurais-je peur ?» se demanda-t-il. Il avait peur, en effet, et ne voulait pas se l'avouer. Il remit ses armes sur la table et revint s'asseoir près du feu. Tous ses membres tremblaient. « C'est nerveux, » se disait-il, « ça va passer. » Et il se donna jusqu'à 1 heure. Il faisait des efforts inouïs pour se prouver, pour se démontrer la nécessité du suicide. Que deviendrait-il s'il ne se tuait pas? Comment vivrait-il? Lui faudrait-il donc se résigner à travailler? Pouvait-il d'ailleurs reparaître alors que, par la bouche de sa maîtresse, il avait annoncé son suicide à tout Paris? Quelle huée s'il se montrait? Quel quolibet! Il eut un mouvement de fureur qu'il prit pour un éclair de courage et il sauta sur ses pistolets. Le froid de l'acier sur sa peau lui causa une sensation telle qu'il faillit s'évanouir, lâchant son arme qui retomba sur le lit. « Je ne peux pas, » répétait-il dans son angoisse. « Je ne peux pas. » La douleur physique lui faisait horreur. Tout son être se révoltait à cette idée d'une balle brutale qui déchirerait sa peau, labourerait ses chairs, broyant les muscles, brisant les os. Il tomberait sanglant, mutilé, et les débris de sa cervelle éclabousseraient les murs. Ah, que n'avait-il cherché une mort plus douce? Que n'avait-il choisi le poison? Ou le charbon encore? Le charbon, comme le petit cuisinier de chez Vachette. Mais le ridicule d'outre-tombe ne l'épouvantait plus. Il n'avait peur que d'une chose, de n'avoir pas le courage de se tuer. Toujours de demi-heure en demi-heure, il se remettait. Ce fut une nuit horrible, une agonie comme doit l'être celle des condamnés à mort dans leur cachot. Il pleura de douleur et de rage. Il se tordit les mains, il cria grâce, il pria. Enfin, au matin, brisé, anéanti, il s'endormit sur son fauteuil.
3 ou 4 coups frappés à la porte le tirèrent d'un sommeil peuplé de fantômes. Il alla ouvrir. C'était le garçon qui venait prendre ses ordres et qui resta pétrifié sur le seuil à la vue de cet homme aux vêtements en désordre, la cravate dénouée, livide, les yeux gonflés, les cheveux collés aux tempes par la sueur. « Je n'ai besoin de rien, » répondit Hector. « Je descends. » Il descendit. Il lui restait assez d'argent pour payer sa dépense. Bien juste, car il ne put donner au garçon que 6 sous de pourboire. C'est sans but, sans idée, qu'il quitta cet hôtel où il avait tant souffert. Plus que jamais, il était décidé à mourir. Seulement, il souhaitait quelques jours de répit, 1 semaine, pour se remettre, pour se reconnaître. Mais comment vivre 1 semaine ? Il n'avait plus un centime sur lui. Une idée de salut lui vint, le mont-de-piété. Il ne connaissait cette providence à 12% que de nom, précisément assez pour savoir que, sur ses bijoux, on lui avancerait une certaine somme. Mais où prendre un bureau d'engagement ? N'osant s'en faire indiquer un, il cherchait au hasard, à travers le quartier latin qu'il connaissait à peine. Il avait relevé la tête, il marchait d'un pas plus ferme, il cherchait quelque chose, il avait un but. Rue de Condé, au-dessus d'une grande maison noire, il vit une enseigne, Mont-de-Piété. Il entra. La salle était petite, humide, malpropre et pleine de monde. Il est vrai que si l'endroit était lugubre, les emprunteurs semblaient porter gaiement leur misère. C'étaient des étudiants et des femmes du quartier des écoles qui causaient et riaient en attendant leur tour. Le comte de Trémorel s'avançait, tenant à la main sa montre, sa chaîne et un fort beau brillant qu'il avait retiré de son doigt. La timidité de la misère le prenait. Il ne savait à qui s'adresser. Une jeune femme eut pitié de son embarras. « Tenez, lui dit-elle, mettez vos objets là, sur ce bout de planchette, devant ce grillage garni de rideaux verts. » Au bout d'un moment, une voix qui paraissait venir d'une pièce voisine cria « 1200 francs, la montre et la bague !» L'énormité de la somme produisit une telle sensation que toutes les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux cherchaient le millionnaire qui allait empocher tant de louis. Le millionnaire ne répondit pas. Heureusement, la même femme qui avait déjà conseillé Hector lui poussa le bras. « C'est pour vous, les 1200 francs, lui dit-elle. Répondez si vous acceptez ou non. »« J'accepte !» cria Hector. Une joie profonde, immense, lui faisait oublier jusqu'à ses tortures de la nuit. 1200 francs. Que de jours représentait cette somme ? N'avait-il pas entendu dire qu'il y a des employés qui ne gagnent guère que cela par an ? Les autres emprunteurs se moquaient de lui. Il semblait là comme chez eux. Ils avaient certaines façons de répondre. Oui, qui faisaient beaucoup rire. Quelques-uns causaient familièrement avec les employés ou faisaient des remarques. Hector attendait depuis bien longtemps lorsqu'un des employés qui écrivait derrière un autre grillage cria « À qui les 1200 francs ?» Le comte s'avança. Il comprenait le mécanisme. « À moi, » répondit-il. « Votre nom ?» Hector hésita. Prononcer son noble nom tout haut, en pareil lieu, jamais. Il dit un nom en l'air. « Durand. Où sont vos papiers ?»« Quels papiers ? Un passeport, une quittance de loyer, un permis de chasse ? Je n'ai rien de tout cela. Allez le chercher, ou amenez 2 témoins patentés. Mais, monsieur, il n'y a pas de monsieur. Un autre. » Si étourdi du contretemps que fut Hector, le ton de l'employé l'indigna. « Alors, dit-il, rendez-moi mes bijoux. » L'employé le regarda d'un air goguenard. « Impossible. Tout nantissement enregistré ne peut être rendu que sur justification de possession légitime. » Et sans vouloir rien entendre, il continua sa besogne. « Un châle français, 35 francs. À qui ?» C'est au milieu des quolibets qu'Hector sortit du mont-de-piété. Jamais le comte de Trémorel n'avait autant souffert.
et même il n'avait pas idée d'angoisse pareille. Après cette lueur d'espoir, brusquement éteinte, les ténèbres lui semblaient plus profondes et plus inexorables. Il restait plus nu, plus dépouillé que le naufragé auquel la mer a arraché ses dernières épaves. Le mont-de-piété lui avait pris ses dernières ressources. Toute la poésie fanfaronne dont il se plaisait autrefois à parer son suicide s'évanouissait, laissant voir la réalité la plus triste, la plus ignoble. Il allait finir, non plus comme le beau joueur qui volontairement quitte le tapis vert où il laisse sa fortune, mais comme le grec qui, surpris et chassé, sait que toutes les portes lui seront fermées. Sa mort n'avait rien de volontaire. Il ne pouvait ni hésiter, ni choisir son heure. Il allait se tuer, faute de pouvoir vivre un seul jour de plus. Et jamais l'existence ne lui avait paru chose si bonne. Jamais il ne s'était senti cette exubérance de force et de jeunesse. Il découvrait tout à coup autour de lui, comme en un pays inexploré, une foule de jouissances plus enviables les unes que les autres, et qu'il n'avait pas goûtées. Lui qui se vantait d'avoir tordu la vie pour en exprimer le plaisir, il n'avait pas vécu. Il avait eu tout ce qui se vend et s'achète, rien de ce qui se donne ou se conquiert. Il n'avait rien eu. Déjà, il n'en était plus à se reprocher les 10 000 francs offerts à Jenny. Il regrettait moins. Il regrettait les 200 francs partagés aux domestiques, le pourboire abandonné la veille aux garçons du restaurant. Moins encore, les 20 sous jetés sur l'éventaire de la marchande de violettes. Il pendait à sa boutonnière ce bouquet fané, passé flétri. À quoi lui servait-il? Tandis que ces 20 sous. Il ne pensait plus aux millions dissipés, il ne pouvait chasser la pensée de ce misérable franc. C'est que le viveur, l'heureux du monde, l'homme qui la veille avait son hôtel, 10 domestiques, 8 chevaux dans ses écuries, le crédit qui résulte d'une colossale fortune dissipée, le comte de Trémorel avait envie de fumer, et il n'avait pas de quoi acheter un cigare. Il avait faim, et il n'avait pas de quoi payer un repas dans la plus infime des gargotes. Certes, s'il l'eût voulu, il eût pu se procurer bien de l'argent encore, et bien facilement. Il lui suffisait de rentrer tranquillement chez lui, de tenir tête aux huissiers, de se débattre au milieu de la ruine. Mais quoi? Il affronterait donc son monde. Il confesserait donc ses terreurs invincibles au dernier moment. Il subirait des regards plus cruels qu'une balle de pistolet. On n'a pas le droit de tromper ainsi son public. Quand on a annoncé son suicide, on se tue. Ainsi Hector allait mourir parce qu'il avait parlé, parce que le journal avait annoncé l'événement. Cela, au moins, il se l'avouait, et tout en marchant, il s'adressait les reproches les plus amers. Il se souvenait d'un joli endroit où il s'était battu en duel, une fois, dans les bois de Viroflay. Il s'était dit qu'il se tuerait là, et il s'y rendait, suivant cette route charmante du point du jour. Comme la veille, le temps était superbe, et à tout moment, des groupes de femmes et de jeunes gens le dépassaient. Ils se rendaient ceux-là à quelques parties de campagne, et ils étaient déjà loin, qu'on entendait encore leurs éclats de rire. Dans les guinguettes, au bord de l'eau, sous les tonnelles dont les chèvrefeuilles bourgeonnaient, des ouvriers buvaient, choquant leurs verres. Tous ces gens paraissaient heureux et contents, et cette gaieté semblait à Hector insulter sa misère présente. N'y avait-il donc que lui de malheureux au monde? Il avait soif, cependant, une soif intense, insupportable. Aussi, arrivé au pont de Sèvres, il quitta la route et descendant la berge, assez rapide à cet endroit, il gagna le bord de la Seine. Il se baissa, puisa de l'eau dans le creux de sa main et but. Une lassitude invincible l'accablait. Il y avait là de l'herbe, il s'assit, ou plutôt se laissa tomber. La fièvre du désespoir venait, et la mort maintenant lui apparaissait comme un refuge. Il songeait presque avec joie que sa pensée allait être anéantie et qu'il ne souffrirait plus. Au-dessus de lui, à quelques mètres, étaient les fenêtres ouvertes d'un des restaurants de Sèvres. On pouvait le voir de là, aussi bien que du pont. Mais il ne s'en inquiétait pas,
Il ne s'inquiétait plus de rien. Autant ici qu'ailleurs, se dit-il. Déjà, il armait son pistolet lorsqu'il s'entendit appeler. « Hector ! Hector !» D'un bond, il fut debout, cachant son arme, cherchant qui criait ainsi son nom. Sur la berge, à 5 pas, un homme courait vers lui, les bras tendus. C'était un homme de son âge, un peu gros peut-être, mais bien pris avec une bonne figure épanouie. Éclairé par de grands yeux noirs, où éclataient la franchise et la bonté. Un de ces hommes sympathiques à première vue qu'on aime quand on les connaît depuis 8 jours. Hector le reconnut. C'était son plus ancien ami, un camarade de collège. Ils avaient été aussi liés que possible autrefois, mais le comte, ne le trouvant pas assez fort pour lui, avait cessé peu à peu de le voir et il l'avait perdu de vue depuis 2 ans. « Sauve-y !» fit-il, stupéfait. « Moi-même !» repartit le jeune homme, qui arrivait essoufflé et fort rouge. « Voici bien 2 minutes que je suis tes mouvements. Que fais-tu là ?»« Mais rien, » répondit Hector, embarrassé. « Insensé, » reprit Sauvrezy. « C'est donc vrai ce qu'on m'a dit chez toi ce matin, car je suis allé chez toi. Et que t'a-t-on dit ? Qu'on ne savait ce que tu étais devenu, que tu avais la veille quitté ta maîtresse en lui déclarant que tu allais te brûler la cervelle. Déjà un journal a annoncé ta mort avec force détails. » Cette nouvelle parut causer au comte de Trémorel une impression terrible. « Tu vois donc bien, répondit-il d'un ton tragique, qu'il faut que je me tue. »« Pourquoi ? Pour éviter à ce journal le désagrément d'une rectification ? On dira que j'ai reculé. Très joli. Alors, selon toi, on est forcé de faire une folie par cette raison qu'on a dit qu'on la ferait ? C'est absurde. Pourquoi veux-tu te tuer ? » Hector réfléchissait. Il entrevoyait la possibilité de vivre. « Je suis ruiné, » répondit-il tristement. « Alors, c'est pour cela que... Tiens, mon ami, laisse-moi te le dire, tu es fou. Ruiné. C'est un malheur, mais quand on a notre âge, on refait sa fortune. Sans compter que tu n'es pas si ruiné que tu le dis, puisque j'ai, moi, 100 000 livres de rente. » 100 000 livres. Au bas mot, toute ma fortune étant en terre qui ne rapporte pas 4%. Trémorel savait son ami riche, mais non tant que cela. Peut-être est-ce un mouvement irraisonné d'envie qui lui fit dire : « Eh bien, moi qui ai eu plus que cela, je n'ai pas déjeuné ce matin. »« Malheureux, et tu ne me dis rien. Mais c'est vrai, tu es dans un état à faire pitié. Viens du moins, viens vite. » Et il l'entraînait vers le restaurant. Trémorel suivait de mauvaise grâce cet ami qui venait de lui sauver la vie. Il avait la conscience d'avoir été surpris dans une situation affreusement ridicule. Un homme bien résolu à se brûler la cervelle, si on l'appelle, presse la détente et ne cache pas son arme. Entre tous ses amis, un seul l'aimait assez pour ne pas voir le ridicule. Un seul était assez généreux pour ne pas le railler outrageusement. Celui-là était Sauvrezy. Mais installé dans un cabinet devant une bonne table, Hector n'eut pas la force de conserver sa raideur. Il eut cette heure de sensibilité folle, d'expansion abandonnée qui suit le salut, après un péril immense. Il fut lui. Il fut jeune. Il fut vrai. Il dit tout à Sauvrezy. Absolument tout. Ses forfanteries d'autrefois, ses terreurs au dernier moment, son agonie de l'hôtel, ses rages, ses regrets, ses angoisses au mont-de-piété. « Ah, disait-il, tu me sauves, tu es mon ami, mon seul ami, mon frère. » Ils restèrent là à causer plus de 2 heures. « Voyons, dit enfin Sauvrezy, arrêtons nos plans. Tu veux disparaître quelques jours. Je comprends cela. Mais tu vas ce soir même adresser 4 lignes aux journaux. Demain, je vais prendre tes affaires en main. Je m'y connais. Sans savoir où tu en es, je me charge de te sauver encore une jolie aisance. Nous avons de l'argent. Tes créanciers seront coulants. »« Mais que deviendrai-je ? demanda Hector, qu'effrayait la seule pensée de l'isolement. « Comment ?
Mais je t'emmène, parbleu, chez moi, au Val-Feuillu. Ne sais-tu donc pas que je suis marié? Ah, mon ami, il n'est pas d'homme plus heureux que moi. J'ai épousé, par amour, la plus belle et la meilleure des femmes. Tu seras un frère pour nous. Mais viens, ma voiture est là, devant la grille.